vous l'avez vu, vous allez être enregistré, ce qui permet aux gens qui ne peuvent pas être là aujourd'hui, et comme le sujet intéresse beaucoup les collectivités, généralement, globalement, ça permettra de nous le mettre en ligne et puis de pouvoir le rediffuser après. Je pense que c'est bon, on va pouvoir y aller. Donc, je commence. Bonjour à toutes Bonjour. et à tous. Je suis Amélie Gustave. Je travaille à la chaire territoire de l'ESS de Sciences Po Bordeaux qui co-organise depuis maintenant quelques années les clubs collectivités ESS aux côtés de la CRES Nouvelle-Aquitaine et du RTES. Sans plus tarder, donc je vais demander à celles et ceux qui nous ont rejoints avec des téléphones de bien veiller à couper vos micros pendant les interventions des intervenants. Mais si vous voulez poser une question, n'hésitez pas à lever la main, à écrire votre question dans le chat. Le but de ces clubs, c'est de pouvoir répondre à vos questionnements, vos préoccupations et puis de favoriser le partage d'expériences aussi entre vous. Sans plus tarder, donc je laisse la parole à Mélanie Tuillier, co-directrice de la CRES Nouvelle-Aquitaine. Du coup, merci Amélia. Bonjour à toutes et tous. Donc, du coup, on va vous proposer donc quelques interventions qui vont passer les unes après les autres, puis on prendra un temps d'échange et de questions-réponses qui permettra aussi, on ne va pas faire de tour de table parce qu'on est un peu nombreux et que ça va nous prendre la moitié du délai prévu. Mais du coup, n'hésitez pas tout à l'heure quand vous avez des questions à vous présenter en même temps, ce sera l'occasion. Du coup, Club des collectivités, effectivement, ça fait maintenant, je dirais bien 3 ans qu'on a démarré euh, ben, le lancement, enfin en tout cas qu'on met en œuvre des clubs des collectivités en Nouvelle-Aquitaine et dans d'autres régions de France d'ailleurs, en partenariat avec le RTES. Et donc nous, en Nouvelle-Aquitaine, oui, c'est Alain. Coupe ton micro, Alain. Oui, pardon. Et donc en partenariat avec le RTES et en Nouvelle-Aquitaine avec la chaire terrestre. Donc on a des clubs de collectivités à l'échelle régionale, donc dont celui-ci. Et puis, on anime aussi à des échelles plus territoriales, départementales, on va dire, des clubs des collectivités avec des spécificités plus locales. Alors, c'est quoi les clubs de collectivité pour ceux et celles qui ne connaissent pas? Donc, c'est un espace qui vous est dédié, vous, agents ou élus de collectivité, pour venir, typiquement comme aujourd'hui, découvrir un sujet que vous connaissez plus ou moins bien, sur lequel vous avez besoin d'échanges de pratiques, de monter en compétences, de partager aussi vos expériences, puisque c'est l'idée de vous enrichir aussi collectivement. Voilà, c'est vraiment un échange entre pairs. Donc, alors, les clubs de collectivité région, donc comme celui d'aujourd'hui, se passent généralement en visio parce que c'est plus facile pour tout le monde de pouvoir s'y connecter. Et puis, quand on intervient à des échelles plus locales, on essaye de les faire en présentiel, puisque du coup, ça permet des interactions un petit peu différentes. Quand on est du coup en local, ça nous permet de lier aussi des visites inspirantes, de vous faire découvrir des lieux aussi, des projets qui pourraient être aussi inspirants pour votre territoire. Et puis, ça reste aussi un espace d'échange intercollectivité locale. Donc, c'est des clubs qui fonctionnent plutôt pas trop mal. Ce que je vous propose d'abord, vraiment en quelques mots d'introduction, c'est peut-être une mise à jour sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire, puisque c'est notre angle d'approche à nous. Et on sait que le niveau de connaissance n'est pas toujours le même selon les collectivités. Donc, pour rappel, hein, l'économie sociale et solidaire, ça désigne des entreprises de toute taille, de tout type de secteur d'activité et qui euh, prônent une autre manière d'aborder la question économique, la façon de développer des projets sur les territoires en défendant des modèles de gouvernance démocratique, d'utilité sociale, d'intérêt collectif, avec une partage de la richesse aussi différente de ce qu'on peut trouver dans ce qu'on appelle, nous, l'économie conventionnelle. L'ESS, donc, c'est plutôt un regroupement de structures de familles différentes. Donc, on est encadré, nous, par la loi du 31 juillet 2014, dite la loi Hamon, qui donc définit l'ESS par une entrée plutôt statutaire. Donc, on va y retrouver des associations, des mutuelles, des fondations, des coopératives
et depuis donc le 31 juillet 2014, des sociétés commerciales de l'ESS qui sont des SARL, des SA, des SAS, mais qui répondent aux principes et aux valeurs de l'économie sociale et solidaire, à savoir un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices, une gouvernance démocratique et une gestion des bénéfices majoritairement consacrée au développement du projet et de l'entreprise. On est donc des entreprises qui sont très ancrées sur les territoires. C'est pour ça que souvent, les collectivités les connaissent sans savoir qu'elles font partie de l'économie sociale et solidaire, mais on est sur des projets qui sont majoritairement très localisés et qui répondent à des enjeux ou à des besoins de société, de territoire, de citoyens. Donc, partout autour de vous, de toute façon, il y a des acteurs et des actrices de l'ESS. En Nouvelle-Aquitaine, globalement, c'est 19 840 établissements employeurs. Donc, nous, on ne comptabilise dans l'ESS que les établissements employeurs. Donc, ça ne comprend pas l'ensemble du monde associatif, par exemple. Une majorité d'acteurs de l'associatif sont plutôt composés de bénévoles. Nous, on comptabilise dans ces 20 000 établissements des établissements employeurs. C'est à peu près 246 000 salariés partout en Nouvelle-Aquitaine, 1,2 million de bénévoles selon la source du mouvement associatif, et puis 6,3 milliards d'euros de masse salariale. C'est en gros, selon les territoires, entre 10 et 14-15% de l'emploi salarié sur les territoires. Ça, c'est en même temps, vous voyez sur la gauche donc une carte des partenariats qu'on peut avoir, nous, au sein de la CRES, avec les différentes collectivités. Donc, on couvre une grande partie du territoire, pas tout. Alors, j'ai envie de dire si, parce qu'on travaille en partenariat avec le conseil régional qui, lui, couvre l'ensemble de la région. Et ça nous permet de croiser différents échelons territoriaux aussi, qui permet de croiser différentes compétences que vous avez les uns les autres, différentes manières d'intervenir aussi avec l'ESS. Voilà pour la partie introductive. Bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur l'ESS, on est à votre disposition à la CRES. N'hésitez pas à aller aussi sur notre site internet. On a des éléments aussi ressources, notamment des publications qui peuvent vous aider aussi à y voir un petit peu plus clair. Mais je passe la parole du coup à Maude Leblois, chargée de mission FSE à la région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour et merci Mélanie. Je partage mon écran, sachant que nous avions fait des tests et que ça marchait. On est bon? C'est bon. Allez, c'est super. Je vais rien toucher de plus pour éviter toute bêtise. Je me présente, donc je suis Maude Leblois, je suis effectivement chargée de mission à la région. Alors, je ne suis pas à la direction de l'économie sociale et solidaire, mais à la direction du FSE. Mais il faut savoir que dans cette direction FSE, il y a toute une équipe qui n'est que dédiée en fait au Fonds social européen qui a été programmé pour l'ESS et pour les structures de l'ESS. Je vais tenter de vous faire une petite présentation de ces lignes budgétaires, mais aussi peut-être en même temps vous transmettre des petites clés de réussite par-ci par-là qui font que derrière, l'utilisation de ces fonds européens, et en particulier le FSE pour l'ESS, sont facilitées et via les collectivités sont aussi assurées sur les territoires pour des structures de l'ESS. Et qui dit structure de l'ESS dit souvent des petites structures. Mais les règles du FSE ont changé et aujourd'hui, il faut se défaire de tout ce que l'on a en tête sur les fonds européens. C'est fastidieux, c'est compliqué, c'est long. Il faut qu'on recrute 3 personnes pour pouvoir suivre un budget financé par les fonds européens. C'était vrai hier, ça l'est beaucoup, beaucoup moins aujourd'hui. Rien n'est parfait, mais voilà, ça reste aussi du financement public, donc il y aura toujours des règles à suivre. D'une façon globale, au niveau de la région, nous avons 6 axes de financement possibles autour des fonds européens. Le 5e, c'est celui de la ligne interfonds et c'est Richard Rey qui vous le présentera tout à l'heure, mais c'est effectivement en lien avec l'action de la région. Si je résume très rapidement, tout ce que ne fait pas la région peut éventuellement trouver via les fonds européens que gèrent les interfonds une solution de financement sur les territoires. On a donc du FEDER et du FSE au niveau de la région. Alors, il y a aussi d'autres fonds européens, mais qui, pour l'ESS, sont quand même beaucoup moins accessibles. Au niveau FEDER, c'est vraiment une entrée multidirection. Et là, on est sur du sectoriel, l'environnement, la mobilité, l'énergie, le numérique. Par exemple, la création d'un outil numérique ou une plateforme. Voilà, vous pouvez trouver un cofinancement côté région avec du FEDER pour des outils numériques très spécifiques. Au niveau, voilà, et quel que soit finalement le porteur de projet. Et il y a
une fameuse direction FSE qui a 4 entrées, 4 axes de travail, la création d'activités, l'ESS, l'orientation et la formation. Moi, je vais vous présenter particulièrement l'entrée 4.1 qui correspond à l'ESS et à la création d'activités. Et dans la création d'activités et l'ESS, il y a bien l'ESS. Et en fait, c'est un programme donc, qui est valable sur 7 ans, de 2021 à 2027. Il fait suite, très chronologiquement parlant, à 2014-2020, où déjà, nous avions mis en place ce même programme sur l'ex-Aquitaine. Donc aujourd'hui, nous avons on va dire des procédures et des processus à la fois d'accompagnement aux projets qui pourraient bénéficier de FSE qui sont maîtrisés. Il y a beaucoup, et on passe beaucoup de temps, et on tient à le dire et à le préciser, nous ne sommes pas en mode guichet. On est vraiment en mode accompagnement de porteurs de projets, de l'ESS qui viennent chercher du FSE. Alors, l'inconvénient des fonds européens, c'est que c'est marqué dans le marbre. C'est-à-dire que le PO, et notamment celui de la région 2021-2027, toutes les actions sont déjà écrites, normées, que ce soit pour à qui, comment et pourquoi. Donc, aujourd'hui, si effectivement vous ne rentrez pas dans les cases, nous ne pouvons rien faire. Donc ça, voilà, il faut le savoir dès le début. Après, nous sommes en capacité des fois de faire rentrer des ronds dans des carrés ou des carrés dans des ronds quand l'action, on va dire, est pour nous pertinente. Et derrière, il y a effectivement l'objectif rempli qui est pour le FSE, pour l'ESS, de la création d'emplois ou de la consolidation d'emplois. Si je précise mes paroles, en action, on a 2 entrées. On va, via le FSE, on va financer, alors là, ça vous, on va dire, concerne un petit peu moins en tant que collectivité locale, tout le réseau d'accompagnement des structures de l'ESS. Là-dedans, on a les têtes de réseau. La CRES en fait partie. On cofinance certaines actions. On cofinance aussi des actions de professionnalisation à destination des acteurs de l'ESS qui a vocation de proposer de la formation ou de l'accompagnement très spécifique, comme la coopérative des tiers-lieux, dont vous pouvez entendre parler dès l'instant où vous avez un tiers-lieu qui se crée sur votre territoire. Et puis, nous cofinançons des structures comme les incubateurs qui viennent aussi accompagner la définition de projets dans l'ESS pour une future activité économique, entre autres, et les coopératives d'activité et d'emploi. Voilà, ça, c'est un petit peu des choses que vous avez en parallèle, mais dont vous pouvez entendre parler sur vos territoires. Et le deuxième axe qui vous concerne peut-être plus directement en tant que collectivité, c'est celui qui est le soutien direct au projet. Alors là, effectivement, soutien direct au projet porté par des structures de l'ESS. Vous, en tant que collectivité, vous ne pourrez pas venir sur cette ligne-là, cette entrée-là du FSE 4.1, venir chercher des fonds européens sur ces thématiques-là. En revanche, c'est là où c'est très intéressant, plus vous êtes en amont sur des projets, en tant que partenaire local phare d'un projet, plus éventuellement, il peut y avoir des lignes de partage qui se définissent entre ce que vous pourriez aller chercher comme financement européen et peut-être du FEDER sur de l'investissement, sur de la rénovation de bâtiments, et finalement ce que le porteur de projet qui va créer une activité économique ou qui développe une activité économique et qui va venir chercher du FSE va pouvoir aller chercher, lui, plutôt sur son fonctionnement, puisque le FSE pour l'ESS, c'est essentiellement du fonctionnement. Et on a 3 entrées sur les territoires. On va avoir le fameux dispositif appui micro-projets locaux innovants dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Ampli. Pour les plus anciens d'entre nous, il y a eu la sous-mesure 4.2.3, il y a eu Cap Amorçage, et aujourd'hui ça s'appelle Ampli depuis 2018. On vient financer le lancement de toute activité économique dans l'ESS. Donc c'est sur une période de 12 mois maximum. Ça peut être un tiers-lieu, ça peut être une boulangerie coopérative, ça peut être une épicerie solidaire, ça peut être une proposition d'accompagnement de personnes âgées via des Rosalie et qui, voilà, pour promener ou faciliter les déplacements de personnes âgées en milieu urbain. Bon, c'est divers et varié. Toutes les thématiques et les secteurs d'activité s'y retrouvent bien sûr, hein, l'économie circulaire avec des recycleries. On a le mieux manger avec aussi des structures, des cantines, des restos associatifs, etc., etc. Dès l'instant où la structure est de l'ESS, comme le disait tout à l'heure Mélanie, association, coopérative, SARL de l'ESS ou SAS de l'ESS, et qu'elle va créer une activité économique nouvelle sur votre territoire avec une création d'emplois, elle peut bénéficier de cette aide Ampli.
Et après, on a aussi des financements qui sont un peu plus importants en termes de montant, parce que l'aide ampli, c'est 20 000 €, c'est forfaitaire, c'est très accessible et très facilité en termes de financement, et aussi à la fin en termes de suivi et de paiement de solde. Et après, voilà, les autres aides possibles, ça peut être sur du cofinancement de projets d'innovation sociale, où là, on peut intervenir sur 2 ans, en moyenne à 50 000 € par an, et sur tout ce qui est processus de coopération, pôle de compétences. Donc là, c'est plusieurs acteurs qui créent une structure ad hoc pour travailler ensemble autour d'une filière. Et ça peut être effectivement à l'échelle, là encore, d'un territoire, d'une communauté de communes. J'aimerais terminer mes propos en espérant ne pas être trop diffuse dans ce que je vous dis et aller vraiment à l'essentiel. Effectivement, pour le FSE dédié à l'ESS, la collectivité n'est pas le bénéficiaire. Par contre, pour nous, c'est un des partenaires phares et clés qui doit être présent dès le début auprès des porteurs de projets. Pas forcément en tant que partenaire financier, parce que clairement, on le sait, et en tant que collectivité, on est aussi bien placé pour le savoir que les financements publics ne sont pas si simples à louer et à partager sur les territoires. Par contre, d'être un partenaire qui soutient le futur projet, c'est aussi quelque part être garant d'une réussite, parce que le soutien, il peut se faire techniquement, par des aides à la communication, par une mise à disposition de salles ou de matériel, etc., etc. Et cette présence dès, on va dire, l'identification du projet et peut-être la mise en place d'un comité de pilotage peut être facilitante pour la structure à aller lever des fonds européens. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, c'est effectivement vous dire qu'il faut accepter pour l'ESS le fait que le temps est long au niveau des projets. La CRES est peut-être mieux placée que nous, financeurs, à le dire, mais on s'attache à prendre le temps de plus en plus, à monter les projets d'aide de financement. Mais en même temps, ce temps long, il est essentiel et nécessaire pour que justement derrière, quand on vient chercher des fonds européens, il n'y ait plus de mauvaises surprises. L'expérience nous le fait dire, plus on accompagne et plus on aide à l'identification des besoins, au travail sur un budget, aussi le phasage des choses, moins il y a de surprises et finalement les financements et le paiement, que ce soit de l'acompte et d'un solde, s'il y a un acompte et un solde, se fassent dans les meilleures conditions. Donc, voilà, il faut retenir que vous êtes pour l'ESS au niveau de la région et pour le FSE un partenaire clé qu'on aime voir autour de la table, que vous pouvez par ailleurs, sur un même projet, aller chercher d'autres financements qui viendront en complément, mais chacun sa partie. Voilà, il faut bien être là-dessus aussi très clair. C'est le porteur de projet qui fait ses demandes, ce n'est pas la collectivité. Et pareil, c'est la collectivité à aller faire ses demandes pour sa propre partie. Par contre, on se retrouve autour de la même table lorsque l'on parle du même projet. Et ma conclusion, et j'y crois, je le dis parce que j'y crois sincèrement, les règles de gestion des fonds européens, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup simplifié. Nous nous sommes adaptés aux petites structures de l'ESS, nous avons adapté aussi notre accompagnement, notre langage et les outils. Donc, il est aujourd'hui beaucoup plus simple de venir chercher des fonds européens et des fois pas plus compliqué que d'aller chercher d'autres fonds publics, et même en termes de justificatifs. Et nous ne sommes plus dans des paiements à 3-4 ans. Je peux parler du dispositif Ampli où en fait on paye le solde dans les 4 mois après la fin du projet. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. J'espère avoir été claire. Après, il ne faut surtout pas, pareil, hésiter à revenir vers nous, même pour une question, ou passer par la direction ESS de la région qui, derrière, ventile entre FSE et ESS. Merci à vous. Merci à toi, Maud. C'était très éclairant. Si certains d'entre vous, certaines d'entre vous ont des questions, n'hésitez pas à commencer à les poser dans le chat. Maud pourra y répondre, soit maintenant, soit au cours de notre échange un peu plus long tout à l'heure. La parole est désormais à Estelle Duprat, qui est ingénieure de promotion et d'animation Erasmus+, qui va se présenter un peu plus en détail, donc pour l'agence Erasmus+ France. Bonjour à toutes et à tous. Hop, pareil, je fais comme Maud, je partage mon écran pour vous faire profiter d'un petit support et pour vous aider
à suivre un petit peu toutes ces interventions qu'on enchaîne. Donc, je suis effectivement ingénieure de promotion et d'animation pour l'agence Erasmus Plus France Éducation Formation qui est basée à Bordeaux. Il y a 2 agences en France qui assurent la gestion du programme européen Erasmus Plus et leur mission principale, c'est la gestion du fonds européen pour l'éducation et la formation. Donc Erasmus+, ça va être enfin, vraiment l'objectif du programme, ça va être ces mots-là, éducation, formation. Alors, merci au Club des collectivités de Nouvelle-Aquitaine de nous permettre ce petit coup de projecteur, parce que à l'agence, ça fait en effet bientôt là maintenant 3 ans qu'on anime un groupe de travail, alors multi-acteurs, mais dont l'objectif c'est de faire entrer plus de collectivités territoriales dans le programme. Alors, soit comme coordinatrice de projet, mais aussi finalement pour mieux vous informer, voilà, pour que vous puissiez être relais d'information et accompagner aussi les structures de vos territoires qui portent des projets Erasmus. Et ça porte ses fruits parce que depuis 2 ans maintenant qu'on a commencé ce groupe de travail et cette sensibilisation, il y a 92 projets Erasmus ont été financés et ils sont portés par 36 collectivités territoriales différentes et ça engage plus de 14 millions d'euros. Donc, c'est quasiment 120 candidatures qui ont été déposées par vous, donc 92 financées. Ça veut dire qu'on a un taux de réussite des collectivités de 75%, ce qui est très impressionnant. Donc, comme quoi les collectivités ont bien leur place dans le programme, et bien évidemment parce que en fait, Erasmus plus répond à des politiques publiques pour tous les types de collectivités. Donc ça déjà, c'est pas parce qu'on est une région qu'on a forcément un accès dirigé vers Erasmus. Tous les types de collectivités peuvent se lancer dans Erasmus ou accompagner des porteurs de projets dans Erasmus. L'outil Erasmus aussi répond au développement économique du territoire, renforce son attractivité par l'impact des projets qui sont menés. Et puis, Erasmus va favoriser aussi le développement professionnel, l'ouverture interculturelle, l'égalité des chances sur les territoires. Alors, le club, là, il vous réunit autour de la thématique de l'ESS. Donc, Mélanie est revenue sur les principes et les valeurs de l'ESS. Et ce que je veux vous montrer en premier, c'est que les priorités du programme sont, vous parlent, en fait. Et ces 4 priorités que vous avez à l'écran, c'est intéressant de noter aussi que finalement, d'autres programmes européens, voire tous les autres programmes européens, convergent sur ces 4 priorités. Alors, la première priorité, c'est l'inclusion. Et ici, le programme va venir chercher l'inclusion sociale en donnant accès à la mobilité aux publics les plus éloignés des possibilités d'éducation et de formation. L'inclusion numérique la priorité à l'inclusion numérique permet la contribution au renforcement, l'acquisition de compétences numériques des personnes dans les différentes possibilités d'apprentissage qu'on peut leur proposer. Le programme va contribuer aussi aux transitions écologiques et durables en accompagnant les participants à des pratiques respectueuses de l'environnement. Et puis, le programme promeut l'engagement civique, la participation active à la vie démocratique à travers la citoyenneté active et attachée aux valeurs d'une société ouverte, démocratique. Donc, Erasmus+, c'est un instrument financier. Donc, c'est le programme européen pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport, et il va soutenir des projets en faveur de tous les apprentissages et ce, tout au long de la vie. Donc non, Erasmus+, ce n'est pas que pour les étudiants, c'est plus que ça. Et le dénominateur commun de tous les projets qui sont financés par le programme, c'est bien la collecte de compétences, et quelle qu'en soit la manière. Alors, le principe du programme Erasmus, c'est que tous les projets financés vont inclure un ou plusieurs partenaires européens. Donc là, c'est là où il y a une petite différence avec ce que vous a présenté Maude, c'est-à-dire que
les fonds FSE sont des fonds qui sont Ah, on a une petite coupure. Estelle, on ne t'entend plus. Ouais, et je On crois a- que son oui. écran basé. s'est Ah figé. si, ça y est, ça y est. Ah, C'est reparti? Vous m'avez Ouais, c'est retrouvé? reparti. Oui, on c'est vous a Super. reparti, c'est bon. Donc, alors, les partenaires peuvent se trouver dans les pays qui participent au programme. Donc, c'est les 27 États membres de l'Union européenne, ainsi que les pays tiers associés, donc la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, la Macédoine du Nord et la Serbie. Et puis, vous voyez, en fonction du type de projet développé, eh bien, vous pouvez aussi travailler avec le reste du monde. Mais voilà, ce qui est important de noter dans Erasmus, c'est quand vous travaillez une idée de projet, eh ben, ça va être une idée de projet avec un ou plusieurs partenaires européens. Alors, qu'est-ce que finance le programme? Donc, on est d'accord qu'on est bien sur l'éducation-formation, donc on va financer de la collecte de compétences. Alors, si l'idée du projet, c'est de permettre à des personnes de partir dans un autre pays pour y collecter des compétences, effectuer un séjour à l'étranger au sein d'une organisation d'accueil, alors, ces activités, c'est ce qu'on va appeler dans le jargon du programme des activités de mobilité d'apprentissage. Donc, elles vont relever de la partie bleue de votre écran, l'action clé 1. C'est vraiment le jargon du programme. Maud a parlé de vocabulaire, bah là, on est en plein dedans. Effectivement, il y a une petite traduction à faire et un vocabulaire à acquérir. Donc, dans l'action clé 1, les salariés ainsi que les bénévoles des entreprises et des associations de l'économie sociale et solidaire, par exemple, peuvent partir se former, partager des expériences, des bonnes pratiques dans des organismes partenaires dans un autre pays. Donc, par exemple, on finance actuellement la Chambre régionale économie sociale et solidaire PACA, qui met à disposition des salariés, des administrateurs, des bénévoles, des entreprises de l'ESS de la région, eh bien, des bourses de mobilité européennes qui sont financées par Erasmus+. Et donc, l'objectif, eh bien, ça va être de travailler leurs pratiques professionnelles autour du développement local, de l'égalité femmes-hommes, de l'inclusion ou encore de l'économie circulaire. Euh, Ils sont partis d'une subvention qui était de l'ordre de 32 000 euros en 2021. Et petit à petit, eh bien, le projet prend de l'ampleur. Il y a de plus en plus d'acteurs du territoire qui les rejoignent. Et ils ont demandé en 2024 une subvention de 47 000 euros. Alors, si l'idée de projet, c'est par contre de travailler directement avec d'autres structures autour d'une problématique commune pour échanger, mutualiser des pratiques, élaborer des outils de collaboration, transférer une nouvelle méthode d'accompagnement. Alors, ces activités, elles vont être financées par ce qu'on appelle des projets de coopération, des partenariats. Et c'est la partie jaune de votre écran. Donc là, c'est l'action clé 2 d'Erasmus. C'est les deux types d'opportunités de financement que vous avez dans le programme. Donc sur l'action clé 2, eh bien, par exemple, c'est l'association Alage qui développe des projets d'innovation sociale et scientifique en matière d'agriculture urbaine. Donc c'est une association qui coordonne le projet Nature. Et ce projet va viser à créer de nouveaux métiers dans le domaine de l'agriculture urbaine, dans les espaces urbains périphériques qui accueillent des habitants moins favorisés. Alors, à ses côtés, aux côtés de cette association, dans le partenariat, il y a Pleine Commune. Donc, c'est que vous connaissez certainement, un établissement public territorial qui regroupe 9 villes au nord de Paris. Et dans ce partenariat, eh bien, les échanges avec les partenaires européens vont développer les compétences des formateurs qui travaillent à l'accompagnement et à l'inclusion d'adultes en situation de précarité. Donc, par exemple, des hommes, des femmes réfugiés ou allophones, des personnes sans emploi, bénéficiaires des minima sociaux, pour les former au métier de l'agriculture urbaine de demain. Voilà, c'est un exemple de projet d'action clé 2. Vous voyez que là, on ne vise pas la mobilité des personnes, mais un travail entre structures au service du territoire.
Et là, la subvention est de l'ordre d'à peu près 320 000 euros, 330 000 euros. Les quelques fondamentaux du programme, donc Erasmus+, programme européen, s'inscrit dans une temporalité de 7 ans. Donc là, on est sur la programmation 2021-2027. Des appels à propositions. Dans le jargon du programme, on dit appel à proposition. En fait, c'est des appels à projets. C'est une fois par an. Donc, une fois par an, vous avez un guide du programme qui est publié en novembre. Et dans ce guide du programme, vous trouvez toutes les dates de dépôt de candidature. Ce guide, il est valable pour les 32 pays qui participent au programme. Donc, la France, elle, publie une circulaire qui vous donne les publics éligibles pour la France et les organismes qui peuvent émarger sur le programme. Vous trouvez toutes ces informations, évidemment, sur le site des agences nationales aussi. Alors, on nous dit souvent, le formulaire de candidature, c'est long, c'est compliqué à remplir. C'est vrai, et là, je rejoins Maude, c'est-à-dire que, en fait, finalement, comme quand on monte un projet, eh ben, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Donc, effectivement, on ne demande pas un financement Erasmus+, 3 semaines avant la date de dépôt de candidature. C'est bien de penser son projet, et, tout simplement parce que Erasmus, c'est pas une commande publique. C'est-à-dire que le programme va financer votre idée de projet. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous vous dites, tiens, j'aurais bien une idée de projet qui serait financée par le programme, vous allez mettre votre casquette de porteur de projet, de chef de projet, et donc, vous allez travailler une analyse de besoins, des objectifs, mettre en place des activités pour atteindre des résultats. Bref, un cycle logique de montage de projet. Et c'est la structure du formulaire de candidature. Donc, il n'y a pas de surprise dans ce formulaire de candidature, mais effectivement, il est un peu exigeant à remplir et ça nécessite de prendre son temps, notamment d'abord de trouver un partenaire européen et puis de travailler son idée de projet avec son partenaire. Donc, ne pas voir la candidature à la demande de financement comme un obstacle, mais bien comme un outil. Voilà, et ça, c'est important à souligner. Outil financier. Pourquoi on vous dit qu'Erasmus est un outil financier? Eh bien, parce que alors Maud en a parlé, hein, on tord le cou aux idées reçues on reçoit la subvention une fois que le projet est terminé. Sur Erasmus, ça n'a jamais fonctionné comme ça et ça fonctionne encore moins comme ça puisque tout le travail autour des fonds européens, c'est de simplifier l'accès au financement. Donc, à la signature du contrat et de la convention de subvention, vous recevez jusqu'à 80% de la subvention de suite, c'est-à-dire que c'est un programme qui limite l'avance de trésorerie, donc qui facilite évidemment l'accès au financement, notamment aux petites structures. Le fonctionnement est sous la forme de forfait, donc c'est pareil, Maud l'a dit, il y a moins de justificatifs à fournir. Ça, en tout cas, c'est pas nouveau sur le programme Erasmus, c'est quelque chose qui est ancré maintenant et qui fonctionne assez bien. Et puis, des projets de structure, c'est-à-dire qu'en tant qu'une personne ne peut pas demander des fonds européens, il faut être une structure pour travailler un projet et demander un financement. Et une équipe, c'est bien, c'est-à-dire qu'on a souvent des personnes ressources, des personnes qui sont très motivées, mais il ne faut pas les laisser toutes seules. Donc, d'où l'intérêt, quand on est une collectivité, de ne pas forcément être porteur de projet, mais de pouvoir être relais sur le territoire ou en tout cas en soutien des acteurs du territoire qui se lanceraient dans l'aventure. Voilà, donc je m'arrête là. Je vous ai fait un pitch de ce qui est possible de faire sur Erasmus. En plus de détails, alors évidemment sur le site de l'agence, vous pouvez contacter directement l'agence, il ne faut vraiment pas avoir peur de nous contacter. On est disponible et accessible pour accompagner au montage de projets et à la demande de financement. Et la semaine prochaine, eh bien, effectivement, on organise un webinaire avec la représentation française de la Commission, donc Europe des communes, qui est spéciale aussi collectivité, sur notamment le secteur de l'éducation des adultes, sur lesquels il reste de l'argent. Voilà. Merci beaucoup, Estelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à lever la main. Est-ce que tu veux bien préciser si, par exemple, dans les partenariats, ils peuvent se faire entre collectivités, entre une collectivité et une structure de l'ESS?
Alors, aucun problème, mais il faudra toujours, dans le partenariat, avoir un partenaire européen, Oui. donc d'un autre pays. Mais oui, oui, le partenariat multi-acteurs sur un territoire ou enfin, entre Français est tout à fait possible dans le cadre des financements, que ce soit sur l'action clé 1 ou sur l'action clé 2. Merci beaucoup. Alors, je vais donner désormais la parole à Richard Rey, qui est animateur des fonds européens au pôle territorial Cœur entre deux mers. Richard, est-ce que tu préfères que je projette le PowerPoint ou est-ce que tu préfères le projeter? Oui, tu peux le projeter, Amélia. Ok, c'est noté. Donc, bonjour à tous, moi c'est Richard, je travaille au pôle territorial Cœur entre deux mers, qui est une structure publique située en Gironde, et je suis en charge anciennement du programme Leader et maintenant du programme européen, des fonds européens territoriaux. Et je vais vous expliquer comment ils fonctionnent et leur lien avec l'ESS. Donc là, on part sur une génération qui couvre la période 2023-2027, notamment sur les fonds leaders qui sont du FEADER. On a commencé un peu avant sur les fonds FEDER FSE. La région Nouvelle-Aquitaine est toujours l'autorité de gestion des fonds européens et notamment des fonds structurels. Et donc la nouveauté, c'est que dans le cadre des fonds, des programmes leaders, maintenant on parle de fonds européens territoriaux puisqu'on a une approche multifonds. Donc, on est toujours sur le FEADER, donc le Fonds européen agricole, qui est le deuxième pilier de la PAC, où la mesure leader est toujours obligatoire à hauteur de 5% de l'enveloppe, donc ce qui fait à peu près 60 millions d'euros en région Nouvelle-Aquitaine. Et l'objectif est de développer les zones rurales. Donc ça existe toujours, c'est ce qui existait avant le programme leader. La nouveauté, c'est qu'on a aujourd'hui maintenant sur le FEDER le choix de la région de territorialiser l'objectif 5, qui est un objectif de développement territorial et qui va venir alimenter les démarches locales d'environ 120 millions d'euros à l'échelle régionale, bien sûr. Et donc là, l'idée, c'est de développer l'ingénierie et les infrastructures dans les territoires, choisis par les territoires, avec un focus Pyrénées, puisque le programme de coopération n'existe plus. Et donc, du coup, ils ont également une mesure spécifique à l'intérieur de cet objectif. Et enfin, alors pour certains territoires côtiers, donc ces 4 territoires demain, une partie du FEAMPA, qui est le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et l'aquaculture, où on retrouve le pendant de la démarche leader, mais pour développer les zones côtières, et notamment l'économie bleue, pardon, et les activités. Donc c'est une petite enveloppe aussi pour 4 territoires côtiers spécifiques. Donc, la place des territoires, quelle est-elle? Chaque territoire a dû candidater auprès de la région pour gérer une enveloppe européenne et territoriale. Donc, c'était une démarche volontaire. Et aujourd'hui, toute la région Nouvelle-Aquitaine est couverte et tous les territoires ont candidaté. Pardon. Du coup, l'objectif, c'est de gérer une enveloppe pour subventionner des projets locaux et selon une stratégie locale de développement pour financer des projets. Et chaque territoire est organisé en GAL, donc on va le voir, c'est ce qu'on appelle un groupe d'action local. Donc en région Nouvelle-Aquitaine, on retrouve 54 territoires qui sont articulés comme nous et qui gèrent une stratégie de développement alimentée par 2 fonds. Donc vous trouverez en bleu le lien, quand j'imagine que la Crèce vous enverra la présentation, mais vous avez un lien au niveau du PowerPoint bleu, le lien vers le site internet où vous retrouverez une carte interactive où vous pouvez vous géolocaliser et vous retrouverez surtout le nom de la structure porteuse du GAL et le contact, puisque chaque démarche, l'entrée des projets se fait par les territoires. Donc, comme je l'ai dit, via ces 54 territoires, aujourd'hui, toute la région est couverte, que l'on soit en approche rurale ou en approche urbaine. Et du coup, c'était une démarche volontaire des territoires de gérer cette enveloppe et c'était un choix de la région de couvrir aussi l'ensemble du territoire régional de ces démarches locales. Chaque porteur de projet est accueilli dans le légal. Alors, on retrouve un président de structure qui est le président de la démarche des groupes d'action locale. Et on retrouve surtout une gouvernance spécifique qui est une gouvernance collégiale. Alors, c'est une gouvernance collégiale, on l'entend, avec notamment, souvent, les territoires ont décidé de mettre en place des gouvernances mixtes avec un collège d'élus locaux et un collège d'acteurs socio-professionnels où on retrouve des chefs d'entreprise, des habitants, des présidents, des élus associatifs, des salariés de structures professionnelles
professionnels. Et la particularité, c'est que ce groupe d'acteurs privés doit être majoritaire dans la décision, ou à minima 50-50. Donc voilà, donc c'est vraiment une démarche collégiale et participative locale. Et on retrouve aussi dans les territoires une équipe d'animateurs. Alors nous, par exemple, on est 2 sur le territoire à accompagner les projets. Alors, la mise en page a un peu bugué, mais voilà, je vais m'y retrouver. Donc là, je vous ai fait un peu les particularités de cette démarche locale via l'égal. Donc, de façon générale, le premier sujet où l'on va se concentrer, c'est quelle stratégie chaque territoire veut mettre en place. Donc, il faut présenter et réfléchir à une stratégie globale de territoire et ensuite spécifier au sein de cette stratégie globale sur quels axes thématiques on veut que les fonds européens interviennent. Autre particularité, c'est qu'à l'intérieur de cette stratégie, il faut que les fonds européens que l'on gère soient complémentaires aux autres fonds européens, notamment gérés par la région, donc ce que vous présentez Maud tout à l'heure. Donc du coup, on ne peut pas venir financer des mêmes types de projets que les fonds européens gérés en région, qui peuvent être le FEDER, le FSE ou le fonds agricole. Et donc du coup, c'est une vraie complémentarité à avoir. Et ce que disait Maud aussi, c'est que l'idée, c'est d'être complémentaire et de venir peut-être sur des dépenses différentes, des assiettes de dépenses différentes. Et on l'a vu dans le passé sur l'ESS où le dispositif Ampli, Cap Amorçage à l'époque ont financé le fonctionnement de structure et nous, avec des démarches leaders, on a pu financer des investissements matériels ou immobiliers auprès de structures publiques ou privées. Donc nous, sur le cœur entre deux mers, on a une stratégie globale qui s'appelle Ambition 2030 et on interviendra sur 5 axes. Donc on les retrouve aussi avec ce que l'on disait tout à l'heure, mais un axe sur l'adaptation environnementale, un deuxième sur l'économie locale et le tourisme, notamment le tourisme et les services économiques de proximité, un troisième axe sur l'agriculture, alimentation, et un dernier axe sur la jeunesse, où développer des activités et des dispositifs d'accompagnement et d'insertion des jeunes. Enfin, le dernier objectif est un axe de coopération entre territoires où c'est une particularité des programmes européens locaux, c'est qu'on a aussi des fonds pour travailler des projets avec d'autres territoires sur les thématiques que l'on a choisies, donc nos 4 premières thématiques. Mais l'idée, c'est de travailler des projets à plusieurs avec d'autres territoires leaders en France ou en Europe. Donc voilà, donc c'est aussi un exemple de coopération entre territoires. Comme je l'ai dit, l'enveloppe globale en région était de un peu plus de 180 millions d'euros. Et donc, nous, on a obtenu pour notre territoire un peu plus de 3,16 millions d'euros jusqu'en 2027. Donc, c'est pas par an, c'est jusqu'en 2027. Et l'idée, c'est d'accompagner des projets. Alors, chaque territoire a ensuite mis en place des plafonds d'aide. Alors, nous, notre fenêtre de tir sur les fonds européens, ça peut aller de 10 000 euros jusqu'à 75 000 euros. Donc, on accompagne plutôt des projets modestes. Ça peut être des petits projets, mais ça peut être aussi des projets plus importants en termes de coûts. Et donc, du coup, par exemple, récemment, on a accompagné un projet autour d'1 million d'euros avec notre plafond de 75 000 euros. Le périmètre d'intervention est aussi important puisque c'est des démarches territoriales locales. Donc, la règle est que les actions doivent bénéficier au territoire du GAL sur lequel la demande de subvention est faite. Donc, le siège social peut être à l'extérieur du territoire, mais l'action doit être mise en œuvre sur le territoire. Donc, une action matérielle, c'est facile, c'est la localisation des investissements. Mais si c'est une action d'étude, d'animation, il faut qu'elle bénéficie au territoire du GAL sur lequel on veut demander une subvention. Nous, notre territoire, c'est 5 communautés de communes à l'est de Bordeaux, en Gironde, et 90 communes environ. La gouvernance, on en a parlé, mais il faut qu'elle soit participative. Et donc, nous, sur notre territoire, on a 2 collèges, un collège d'élus du territoire avec 8 binômes et un collège d'acteurs privés avec 12 binômes. Donc, vous voyez que chaque binôme a une voix. Donc, les acteurs privés sont majoritaires dans la décision. Et après, on a des règles de représentation et de quorum. Mais voilà, c'est sur le papier. Et dans les faits, lors des réunions, les acteurs privés doivent être à minima 50-50, voire majoritaires. La mise en œuvre des financements peut se faire sous différentes façons, soit au fil de l'eau, donc on a jusqu'en 2027 pour identifier des projets, soit sous la forme d'appel à projets. Donc là, pareil, c'est propre à chaque territoire de choisir comment il veut animer et identifier des projets. Et donc, et ensuite, une fois qu'on a identifié les projets, l'idée, c'est de les accompagner, les conseiller et les présenter devant notre comité. Et donc, du coup, là, chaque territoire a mis en place aussi des grilles de sélection de projets, des grilles de notation qui sont objectives. Et donc là, on note les projets. Alors, chaque territoire a ses méthodes. Et donc, nous, sur notre territoire, on a une grille de notation par axe thématique.
Et enfin, la place de l'ESS, alors là, c'est vraiment particulier à voir selon la stratégie du GAL concerné, de votre territoire, sur lequel le projet se déroulera en tout cas. Certains territoires ont choisi d'avoir des objectifs très typés économie ou très typés ESS, donc ça, c'est à voir. Il y a aussi le besoin d'avoir ce regard croisé avec les autres dispositifs ESS ou via des fonds européens qui financent des projets de l'ESS. On l'a, comme moi je le disais tout à l'heure, hein, notamment le dispositif Ampli. Et donc nous, sur notre territoire, par exemple, on n'a pas de fiche ou d'objectifs dédiés à l'ESS, mais les structures de l'ESS sont éligibles du moment où elles portent un projet qui intervient sur un de nos 5 axes thématiques que vous avez en haut à droite. Donc voilà, on n'a pas voulu avoir un objectif ESS, mais les structures de notre territoire qui remplissent un objectif d'agriculture, d'alimentation, de tourisme, de jeunesse, peuvent demander et sont éligibles à un financement. Alors là, je vous ai mis le parcours d'un projet. Ce qu'il faut retenir, ça ne se voit pas directement, mais c'est qu'aujourd'hui, les fonds européens locaux fonctionnent à deux voies. Donc la double voie, c'est à la fois la voie du territoire, notamment pour être accompagné, avoir un avis de sélection sur l'intérêt du projet. Et ensuite, la deuxième voie, c'est la voie de la région. C'est-à-dire la région garde son rôle d'instruction réglementaire, administratif, qu'elle offre au profit des 54 territoires de Nouvelle-Aquitaine. Donc, la région aura un regard de contrôlabilité et administratif sur les différentes phases du dossier, que ce soit les demandes d'aide avec les documents administratifs ou les demandes de paiement. Et ensuite, la région aussi nous a mis à disposition l'outil numérique MDNA que vous connaissez peut-être, hein, Mes démarches en Nouvelle-Aquitaine. Donc, nous l'a paramétré pour que l'outil régional numérique de demande de subvention soit ouvert au dépôt de demande de subvention européenne territoriale. Voilà, donc c'est un double accompagnement à avoir, mais l'entrée doit quand même, les porteurs doivent quand même en priorité passer par les territoires illégaux qui sont maîtres de leur thème de subvention, de leur thématique, de l'intérêt des projets à aider, qui peuvent mettre en relation avec d'autres projets précédemment aidés et financés sur le territoire. Donc le parcours, c'est première étape, contacter le territoire, le GAL, déposer une pré-demande. Donc pareil, on a un jargon, la demande se fait en 3 temps. Il y a la pré-demande l'objectif est de vérifier que le projet est conforme à la stratégie du GAL et pour avoir un avis d'opportunité. Donc là, c'est obtenir la note, la note de sélection. Ensuite, une fois que la note est obtenue et si elle est positive, on passe à la deuxième partie qui est le dépôt de la demande réglementaire, donc via l'outil MDNA, où là, le porteur de projet doit déposer les documents administratifs demandés. Alors, comme disaient les précédentes intervenantes, c'est que les fonds européens, ça s'est beaucoup simplifié, mais il faut toujours avoir une rigueur et les dossiers demandés sont des dossiers complets. C'est-à-dire, on va vous demander des justificatifs qu'aucun autre financeur public vous demandera peut-être, des délibérations d'élection du président, des délibérations de projet, les statuts. Et donc, c'est des documents que chaque structure a en interne, mais c'est des documents essentiels. Et donc, c'est pour ça qu'on parle plus. Moi, j'ai plus l'habitude de dire que les dossiers européens sont complets à déposer. Et il faut avoir une certaine rigueur pour récupérer toutes ces pièces que vous avez peut-être fait il y a quelques années. Voilà. Donc ce dossier réglementaire, il est ensuite analysé par la région, donc par notre instructeur. Une fois qu'il est analysé, il revient sur notre territoire pour arrêter notamment le montant de la subvention, puisque lors de l'analyse réglementaire, l'instructeur arrête le montant de la subvention, notamment aussi au regard des autres financements publics et privés obtenus. Donc les fonds européens sont toujours calculés en dernier, c'est pour ça que le dossier en tout cas revient auprès du GAL pour arrêter un montant de subvention. Ensuite, le projet doit être réalisé, le porteur doit payer les factures et déposer une demande de paiement. Et là, pareil, c'est une deuxième complexité sur les fonds européens, c'est que les fonds européens, alors contrairement à d'autres collègues, nous, les fonds européens en général, alors il y a des dispositifs d'avance qui vont s'ouvrir, mais l'habitude que l'on dit aux porteurs de projets, c'est que sur les fonds européens territoriaux, en tout cas, malheureusement, l'avance est assez rare et en tout cas pas généralisée. Et donc, du coup, souvent, les subventions sont obtenues une fois le projet terminé, sur facture acquittée. Donc, on n'a pas tous les mêmes facilités, en tout cas, pour décaisser les fonds européens. Mais voilà, c'est une certaine sécurité que à la région et demande l'Europe, notamment aux démarches territoriales. Voilà. Merci à vous. C'est bon, j'ai fait.
Merci Richard, du coup. Alors, excusez-moi, je suis un peu embrouillée dans mon partage d'écran. Merci beaucoup, Richard. Alors, je ne vois pas de questions pour l'instant dans le chat, mais il ne faudra pas hésiter. Je vais désormais passer la parole à Chloé Séché, qui est déléguée générale adjointe en charge de la formation et des questions européennes au RTES. Elle va donc un petit peu synthétiser les leviers d'action pour les collectivités pour soutenir l'économie sociale et solidaire à travers les fonds et programmes européens. Et donc, oui, je te laisse également partager ton écran. Voilà, c'est bon. Oui, merci Amélia. Bonjour à toutes et tous. Donc, peut-être pour commencer très rapidement une présentation du RTES pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas le réseau. Donc, réseau de collectivités territoriales engagé dans le soutien au développement de l'économie sociale et solidaire. Un réseau qui a un peu plus de 20 ans aujourd'hui et qui rassemble près de 200 collectivités territoriales adhérentes. Je vous ai mis un focus sur les collectivités territoriales adhérentes en région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, une trentaine de collectivités. Le réseau fonctionne un peu comme un centre de ressources finalement pour les collectivités territoriales. Donc c'est à la fois un espace d'échange de bonnes pratiques sur les façons dont les différentes façons dont les collectivités territoriales soutiennent, appuient le développement de l'ESS sur leur territoire. Sachant qu'au niveau du RTS, on appréhende vraiment ce soutien possible des collectivités de façon transversale, donc pas uniquement au travers des politiques publiques dédiées, mais bien sur la manière dont elles peuvent mobiliser l'ensemble de leurs compétences pour travailler avec les acteurs de l'ESS sur leur territoire. Et puis, autre point, mission forte du RTES, un aspect plaidoyer pour défendre l'économie sociale et solidaire et le rôle joué par les collectivités territoriales dans son développement. Plaidoyer qu'on porte à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne. Et en fait, depuis ses débuts, le RTS est un réseau qui est fortement investi sur la dimension européenne. Alors, pour plusieurs raisons. Bien sûr, parce que le cadre réglementaire européen impacte assez fortement la façon dont les collectivités territoriales peuvent travailler avec les structures de l'ESS sur leur territoire, et notamment en matière de mode de contractualisation. Mais aussi parce qu'on est convaincu au RTS que l'échange de pratiques, la découverte de façons de faire ailleurs est extrêmement enrichissant, que les coopérations, alors à toutes les échelles, mais y compris européennes et internationales, sont très enrichissantes, y compris dans la façon dont on pense et développe des politiques publiques de soutien à l'économie sociale et solidaire. Je vous ai mis là quelques ressources parce que du coup, il y a pas mal de ressources qu'on a eu l'occasion de développer. Il y a un repère dédié Europe et ESS. Je vous mettrai le lien après dans le chat qui date un peu maintenant, mais en même temps qui a l'intérêt de vraiment balayer l'ensemble des fonds et programmes européens dont peuvent se saisir les collectivités territoriales pour soutenir l'ESS, à la fois sur le plan financier, mais pas que. Enfin, voilà, je l'ai un peu dit, mais c'est vrai que pour nous, c'est aussi important de penser les coopérations et l'échange de pratiques que l'apport financier. Je vous ai mis la dernière publication qui vient de sortir là, qu'on vient de sortir sur la place de l'ESS dans les programmes FEDER, FSE+, et FTJ des régions françaises. Alors, avec un focus sur les régions adhérentes du RTES, vous avez une double page sur la Nouvelle-Aquitaine, alors de manière beaucoup plus synthétique que ce qu'a pu vous présenter Maud. Le point en début de webinaire, mais néanmoins, ça peut être pratique aussi pour vous, un mémo des possibilités offertes par la façon dont la région Nouvelle-Aquitaine s'est emparée des fonds FEDER, FSE+, et comment elle y a positionné l'ESS, l'innovation sociale, les coopérations économiques. Et puis, voilà, des conférences dédiées, des articles, etc.
Sur les leviers d'action dont parlait Amélia, bon, c'est plus des petites, c'est plus voilà, des leviers d'action qui sont issus justement des partages d'expériences qu'on a eu l'occasion d'organiser au sein du réseau à l'occasion de différents temps. Donc, je vais essayer à chaque fois de vous donner quelques exemples. Bon, renforcer la culture européenne des élus et des acteurs, ça peut paraître très basique, mais c'est peut-être le point d'action numéro 1. Voilà, il y a quand même plusieurs collectivités qui s'emparent plus ou moins fortement de cette question, qui organisent des visites apprenantes. On en a organisé une d'ailleurs au niveau du RTES en octobre dernier à Bruxelles. Ça peut aussi passer par les bureaux européens des régions, enfin de la plupart des régions en France et aussi de certaines métropoles qui ont des bureaux à Bruxelles qui sont quand même des interlocuteurs privilégiés. Peut-être Maud aura l'occasion d'en reparler, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, qui peuvent vraiment aussi être un point d'appui sur ce qui se passe au niveau européen et comment ça peut rebondir, enfin voilà, retentir sur vos territoires et inversement faire connaître les initiatives du territoire à l'échelle européenne. Donc, voyage apprenant, s'appuyer sur les bureaux européens, par exemple, favoriser l'interconnaissance et la transversalité entre les services de l'ESS et européens. Bon, alors, clairement, là, avec Maud, qui était auparavant à la direction ESS, qui est aujourd'hui à la direction FSE, dédié sur l'ESS. Voilà, on a un exemple vraiment d'une collectivité où les ponts sont très forts, de manière peut-être moins ambitieuse, et en tout cas pour les collectivités, plutôt pour les intercos, les communes, etc. Ne serait-ce que d'avoir un référent. Ça ne veut pas du tout dire un poste à plein temps, mais un référent action internationale et européenne au sein du service ESS et inversement. Quelqu'un qui serait plus sensible à l'ESS au niveau du service européen international, c'est souvent un bon point d'appui pour favoriser cette interconnaissance. Aussi l'occasion de faire remonter, enfin voilà, cette interconnaissance, c'est aussi un bon moyen de faire connaître les structures de l'ESS du territoire qui peuvent participer aux coopérations internationales de la collectivité, au jumelage, etc. et qui peuvent vraiment soit directement participer au voyage parce que en lien avec la thématique ou du jumelage, de l'accord de partenariat, ou être présent sur les visites quand des délégations internationales sont reçues. Enfin, voilà, c'est aussi un bon moyen de participer au développement des structures de l'ESS de son territoire. Communiquer sur l'opportunité de mobiliser des fonds et programmes européens. Voilà, on a quelques collectivités qui ont, à la fois, pardon, je précise, à la fois auprès des structures de l'ESS, mais aussi auprès des autres services. On a des collectivités qui ont des lettres, des newsletters dédiées qui valorisent vraiment les structures ESS de leur territoire qui ont mobilisé des fonds européens et ou participé à des programmes d'échange européens. Accompagner les structures de l'ESS à la mobilisation des fonds et programmes européens. Donc là, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut passer par l'appui à des structures, des réseaux qui accompagnent les structures de l'ESS à la réponse aux programmes européens, même s'ils ont été largement facilités, enfin, même s'il y a un effort de facilitation administrative, comme l'ont rappelé les 3 interventions précédentes. Néanmoins, cet accompagnement peut vraiment être utile malgré tout, et notamment pour les plus petites structures. Ça peut aussi passer par des dispositifs spécifiques. Par exemple, la région Hauts-de-France a un dispositif qui s'appelle FRAP, qui est un dispositif qui finalement permet soit de donner du temps de consultant à des structures qui veulent répondre à des programmes européens, ça peut être 1 ou 2 journées pour vraiment les aider sur la fin plutôt de la rédaction des dossiers. Enfin, ça peut être en début et en fin d'ailleurs. Et en fait, ce dispositif FRAP, il a un autre volet qui est la proposition de petites enveloppes pour prendre en charge les frais de déplacement et permettre aux structures de faire des voyages pour rencontrer, des voyages préparatoires en fait, pour rencontrer de potentiels partenaires. Faciliter, là je me répète, excusez-moi, j'ai fait un doublon.
et faciliter l'inscription des acteurs de l'ESS dans les programmes européens. Ouais, je suis désolée, j'ai fait plusieurs doublons dans mon, mon diaporama. Je m'excuse. Et enfin, inscrire l'ESS comme axe structurant des coopérations européennes. Et bien là, voilà, je crois que c'est tout dit dans le levier, mais effectivement, ce qui peut d'ailleurs être favorisé par l'interconnaissance des services, mais bon, je crois que c'est le cas à la région Nouvelle-Aquitaine. On a d'autres collectivités territoriales, Toulouse Métropole par exemple, hein, qui avait l'occasion de témoigner lors du webinaire sur Erasmus+, qu'on a organisé récemment, a fait une demande d'accréditation pour le service et l'écosystème ESS de mobilité au niveau européen, pris en charge par Erasmus+, et a vraiment inscrit cet enjeu de développement, d'internationalisation des structures de l'ESS du territoire comme un des axes forts de sa feuille de route. Et peut-être un dernier point, parce que voilà, on a parlé d'Erasmus+, et du FSE, du FEDER et des fonds territorialisés, mais il y a aussi d'autres programmes européens qui, je pense, sont particulièrement intéressants de connaître pour les collectivités territoriales ou d'initiatives. Et donc, je voulais vous en dire quelques mots, notamment l'initiative ESER, donc sur les régions européennes de l'économie sociale. C'est une initiative de la Commission européenne. Voilà, le RTS a fait partie de ceux qui ont fortement demandé, poussé pour que ce réseau existe. Donc voilà, typiquement, c'est un soutien de la Commission européenne qui n'est absolument pas financier. Il n'y a aucun financement à la clé. Mais en l'occurrence, c'est la région, la Commission européenne qui organise des temps en présentiel et en webinaire d'interconnaissance entre des collectivités territoriales européennes particulièrement investies sur le soutien à l'économie sociale. C'est maintenant, on appelle la manifestation d'intérêt permanent. Je vous mettrai aussi le lien juste après dans le chat. Et c'est, alors là, dans le genre facile, c'est une page recto verso pour présenter son projet. Enfin, je veux dire, voilà, c'est très facile et ça permet vraiment d'échanger de bonnes pratiques et puis surtout, pourquoi pas, d'identifier des collectivités territoriales pour aller sur des coopérations plus investies par la suite. Transition Pathway, là, c'est plus pour information. C'est un des axes de la politique européenne industrielle qui a identifié 14 écosystèmes stratégiques pour l'avenir. Et parmi ces 14 écosystèmes, il y a l'écosystème de l'économie de proximité, l'économie sociale et solidaire, et Transition Pathway, parce que c'est un des enjeux de la Commission européenne, c'est que ces écosystèmes transitionnent à la fois sur le plan écologique, environnemental et sur le plan numérique. Et donc, c'est un appel à engagement. Là, pareil, aucun soutien financier à la clé. Pour l'instant, à vrai dire, pas grand-chose, hormis se faire connaître auprès de la Commission européenne et être mis en réseau. Et c'est beaucoup moins facile, je crois, qu'ESER. La région Nouvelle-Aquitaine avait essayé de poser des engagements. Bon, voilà, il faut quand même répondre à un certain nombre d'enjeux, mais c'est important de savoir que ça existe. Et puis peut-être très rapidement, pour vous inviter à creuser, à la fois les programmes européens de coopération que sont URBACT, donc URBACT plutôt sur les politiques urbaines, qui permettent de développer des réseaux de collectivités territoriales qui peuvent associer leur écosystème autour de différents enjeux. Et Interreg Europe, qui est là aussi un programme de coopération européenne sur les politiques publiques. Donc là, vraiment, ce URBACT et Interreg Europe, la cible, ce sont les collectivités territoriales, mais avec possibilité d'associer vraiment l'écosystème du territoire. Et là, Interreg Europe, l'objectif, c'est de faire évoluer les politiques publiques. Voilà, quelques infos et je vous mets, comme promis, les quelques liens que j'ai évoqués dans le chat. Merci beaucoup, Chloé. Alors maintenant, c'est à votre tour de nous poser vos questions, nous dire si ces présentations respectives ont un petit peu éclairci le champ des programmes et fonds européens qui sont mobilisables de votre côté, peut-être nous dire s'il vous reste des craintes, si vous arrivez à vous projeter un petit peu dedans.
ou simplement nous partager vos expériences, si vous avez déjà mobilisé des fonds européens ou des programmes, si vous avez eu des bonnes, des mauvaises expériences. Il nous reste un petit quart d'heure et c'est l'idée de pouvoir échanger entre vous et nous et de répondre au maximum aux questions.